Je pense pas que ça soit mon premier, mais en tout cas, je sais que dans mes premiers souvenirs de musique, j'ai un cousin qui est plus âgé que moi. Et du coup, les premiers souvenirs un peu concrets que j'ai de musique, c'était à travers lui. Parce que du coup, on avait, je pense, 15 ans d'écart au moins. Donc un peu lui, tout ce qu'il écoutait, tout ce qu'il découvrait à son adolescence, en gros, il nous le faisait entendre. Donc je pense que globalement, c'est à travers lui, Et il écoutait quoi? du rap. Ok. Lui, c'était du coup, années 90, et on va dire un peu l'arrivée et l'émergence de ce mouvement en France, quoi. Et t'en as gardé quelque chose dans ta pratique actuelle? C'est une bonne question. Je dirais ce que j'ai gardé, c'est la recherche d'intégrité. Plus dans le positionnement vis-à-vis de ta musique en fait. Ouais. Ok. Pour ce nouvel épisode de Materials, je suis allé parler avec Adrien Palot, compositeur, réalisateur artistique et ingénieur mastering. Il est une figure discrète mais incontournable de la scène contemporaine française. Collaborateur régulier d'artistes comme Grand Blanc, November Ultra, ingénieur mastering au studio Shab Mastering, il développe une approche du son à la fois artisanale et profondément sensible, où chaque timbre occupe l'espace d'une façon singulière. En parallèle de son travail journalier de mastering, il construit une discographie personnelle, où les mots ont leur importance, mais aussi leurs absences et leurs limites. De longues nappes, des voix qui balayent l'horizon et restituent un instant intime. J'ai découvert sa musique à l'occasion d'un concert à Bruxelles, et je me rappelle en être sorti en me demandant ne serait-ce pas ça la véritable musique philosophique, celle qui laisse penser, qui laisse habiter le son, et qui est un support de formulation. En préparant l'entretien, je me suis aperçu via sa page Instagram qu'il entretenait une pratique régulière de la lecture. Cet épisode est donc l'occasion de découvrir comment Adrien Palot pense sa musique, de quoi est-elle chargée, son rapport aux mots et au son. Peut-être pour nous-mêmes répondre à cette question, l'ambiante est-elle la véritable musique philosophique? Materials, épisode 6, Adrien Palot. Peut-être plus généralement, d'où ça vient ta pratique de l'ambiante? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, qui s'est construit au fur et à mesure. Je pense que si j'avais pas ce parcours avant, parce que on va dire moi, la première musique que j'ai sortie ambiante entre guillemets et que surtout j'ai sortie tout seul, elle est arrivée après 10 ans, si ça doit être 10 ans dans le monde de la musique en fait. Et si avant ça j'avais pas eu des groupes, si avant ça j'avais pas produit plein de disques, si j'avais pas masterisé plein de trucs, j'en serais pas arrivé là en fait. Et je pense que cette approche alternative à la musique, elle s'est aussi créée parce que j'avais ce besoin de trouver un autre chemin pour exprimer des choses et que ça faisait 10 ans que globalement je travaillais sur un format qu'on pourrait dire pour simplifier pop et que j'avais vraiment besoin de sortir de ce cadre-là. Est-ce que aussi le format de la chanson, il contraignait pas un peu ce que tu racontais? Je pense que les gens ont tellement d'attentes codifiées de la musique aujourd'hui et de plus en plus que du coup c'est même pas que la durée, c'est les structures, c'est le besoin d'avoir des paroles, tous ces paramètres-là, d'avoir un refrain. C'est des choses que moi j'ai ressenties comme des contraintes, ouais. Pour exprimer des choses, j'avais besoin d'exprimer les choses différemment en fait. Mais du coup, la musique comme tu la penses dans ce format-là, elle est là pour exprimer quelque chose. Est-ce que tu ressens qu'elle raconte quelque chose? Est-ce qu'elle vise à exprimer des émotions? Comment est-ce que ça se forme dans ta tête ou dans ta pratique? En général, c'est construit un peu de la même façon, c'est que il y a un sentiment, une émotion à exprimer, qui parfois, même quand je le fais, n'est pas forcément très défini, mais qui se définit un peu au fur et à mesure. Et à côté de ça, il y a un côté très pratique de comment est-ce que tu le mets en œuvre, en fait.
parce que du coup, c'est pas, on va dire, c'est pas prendre une guitare et jouer des accords. En fait, la façon de le faire, elle implique, tu vois, si c'est avec un synthé modulaire, c'est brancher des câbles et trouver un chemin de son qui convienne pour ce que tu as envie d'exprimer. Si c'est un truc fait avec un magnéto, c'est, je sais pas, découper des bandes, faire une boucle, enregistrer des trucs dessus, essayer des choses. Donc il y a un peu les deux côtés qui s'expriment en parallèle. Et soit ça part vraiment d'un sentiment genre enfui et qui au fur et à mesure émerge et que je finis par comprendre, ou des fois j'ai déjà un peu une idée précise et on va dire je vais la performer. Ok, fait. Mais tu veux dire que parfois ça t'est déjà arrivé que ta musique t'apprenne quelque chose sur quelque chose que tu ressens? Parce que tu dis que au bout d'un moment tu te rends compte en le faisant que ça disait quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu te rendes compte d'un truc après un morceau? Ouais, et c'est par exemple le premier disque que j'ai sorti. Le premier disque que j'ai fait, c'est simple, c'était j'avais enregistré une boucle sur un magnétophone et je me suis dit j'ai 4 vitesses sur mon magnétophone. Je vais la lire dans les 4 vitesses différentes. Je vais essayer de faire un peu des arrangements autour de cette boucle-là. Et ça fera 4 morceaux différents et ça sera les 4 morceaux, quoi. Et j'avais pas forcément d'émotion particulière à coller sur ça. C'était genre juste une tentative, une exploration de quelque chose. Et le processus fini, du coup, j'ai fait écouter à des potes, dont 2 qui m'ont proposé de le sortir sur leur label. Donc là, du coup, j'ai dû commencer à m'interroger sur en fait, comment est-ce que tu présentes ça et comment est-ce que tu expliques ça. Et ce que j'ai compris en fait en réfléchissant sur cette musique-là, c'est qu'en fait, derrière ces sonorités, ce que je cherchais, c'était un retour, on va dire, un sentiment d'insouciance enfantin, quoi. Mais sur le moment, je l'avais pas du tout intellectualisé de cette façon-là. Ok, ouais, c'est vraiment au moment où tu as dû le mettre en forme pour son existence publique, on va dire. Que j'ai vraiment commencé à sonder ce que cette musique a signifié pour moi, en fait. Ok. Et comprendre que c'était ça ce que j'avais envie d'exprimer. Ok. Mais justement, moi, ça m'a posé la question quand j'ai écouté L'Horizon des événements, qui est donc ton dernier album, il me semble. Je me suis demandé qui du titre ou de la musique était arrivé en premier. Alors, ce disque-là, c'est un peu l'inverse du coup. C'est que j'ai fait ce disque parce que j'avais besoin de le faire. Parce qu'en gros, il arrivait après une période où j'ai traversé beaucoup de décès. Donc c'était aussi une façon parmi d'autres de faire mon deuil. Et en fait, les titres de l'album, en fait, ils correspondent pas aux titres que j'avais. En fait, le titre de ce disque, avant qu'il s'appelle comme ça, c'était Quelque chose noir, qui est un recueil de poésie de Jacques Roubaud, qu'il a écrit quand sa femme est décédée. Et donc, qui, moi, m'a servi, on va dire, d'inspiration pour ce disque, mais aussi qui m'a servi pour traverser mes deuils. Et chaque morceau, le titre de chaque morceau de l'album, c'était le titre d'un des poèmes de ce recueil. Mais dire pour la faire courte, pour éviter tout problème de droit avec Gallimard, on a décidé de pas garder ces titres-là, et donc du coup j'ai choisi d'écrire cette phrase qui correspondait aussi à ce que j'avais envie d'exprimer, quoi. Mais donc là, pour le coup, c'était, tu vois, je savais déjà à la base ce que je voulais exprimer, et je suis allé chercher ça dans la musique, quoi. Oui, parce que je me demandais aussi, parce que on sent que le titre, il est là pour une raison, tu vois. Enfin, il a une fonction vraiment. Et je me demandais du coup comment est-ce qu'on met en musique, enfin comment est-ce qu'on nomme une musique, comment est-ce qu'on nomme de la musique. Et du coup, ou alors à l'inverse, comment on fait naître à partir d'un titre de la musique, tu vois. Mais du coup, est-ce que toi, dans ton processus avec ce recueil de poèmes, comment ça s'est articulé en fait ce truc-là dans ta pratique? Est-ce que tu lisais puis d'un coup tu commences à faire de la musique? Est-ce que c'était présent dans ta tête au moment où tu en faisais? Ça infuse de façon
plus longue et plus diffuse, c'est je pense que les morceaux, je les ai faits sur presque un an, peut-être un peu moins d'un an. Mais et dans les morceaux, on va dire, il y a quelques différences que les morceaux avec Camille qui chante, qui sont, on va dire, plus écrits. Forcément, ils sont faits sur des périodes un peu plus longues. Mais les deux autres morceaux, en fait, c'est 2 moments, en fait. Il n'y a pas eu de retour dessus. C'était genre juste capter à un moment et point final. Mais alors justement, est-ce que dans ces moments-là, comment est-ce que ça s'articule la question de l'erreur? Est-ce que tu as la sensation que dans ces morceaux-là, justement, capter un temps assez long, c'est quand même capter un... Et j'aimerais bien qu'on parle justement de ce lien avec le titre, justement, à l'horizon des événements, sur comment est-ce que, même sur ton rapport au temps, parce que je me demande comment est-ce que toi tu perçois, est-ce que dans ces titres-là, t'entends parfois des erreurs que tu as pu faire mais que tu as conservées parce que tu trouvais que ça restitue quelque chose, ou comment est-ce que ça se... Alors peut-être dans les interviews que tu peux faire, la question de l'erreur, elle peut être un sujet d'inquiétude pour des artistes. Moi, je m'en contrefous royalement. Moi, je préfère largement garder la réalité d'un instant plutôt que de commencer à vouloir altérer des choses parce que je trouve qu'il y a telle partie qui convient pas, etc. Ces 2 morceaux-là, pour moi, ils font sens et ils existent que parce que ça a été un acte créatif qui a duré 12 minutes ou je sais pas combien de temps. Et en fait, c'est ça que je présente. Et ça me convient comme ça et j'ai pas... si je réécoutais, je pourrais dire peut-être que là, tel truc, j'aurais pu mieux le faire, mais en fait, c'est pas ça le sens que j'ai voulu dire à travers ça. Parce que ce moment-là, il a fait exister une création qui, en elle-même, sort du cadre de l'erreur et tout ça. Enfin, c'est juste qu'il existe et c'est ça, quoi. Bah, pour moi, c'est plus... comme je te disais, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la forme, on va dire, la plus générale de faire de la musique, c'est, pour schématiser, c'est faire des Legos et puis construire par bloc, tu vois, des morceaux. Ce qui marche dans plein de cas et qui convient à plein d'artistes. Là, moi, en l'occurrence, j'avais besoin d'une forme de création beaucoup plus brute et directe. Et ça traduit juste ça, en fait. Ok. Oui, parce que on ressent même sur moi, du coup, parce que je savais pas la partie avec le recueil de poèmes, mais quand j'ai lu à l'horizon des événements et que j'ai écouté ces morceaux-là, je me suis posé la question de ce que ça voulait dire, de ce que ça voulait dire sur le mot événement, même presque. Bah, après, ça c'est un... Enfin, tu vois, le titre, je voulais pas que ça commence à faire un truc trop geek. Après, pour moi, que ça soit le titre, ça me convenait dans le déroulement des phrases. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'horizon des événements. En gros, quand t'as un trou noir, l'horizon des événements, c'est la limite autour de ce trou noir, à partir de laquelle, si un objet passe cette zone, en fait, tu pourras mettre en œuvre toute l'énergie possible pour sortir de l'emprise du trou noir. Tu pourras pas, en fait. Tu vas être fatalement attiré par le trou noir. Et ce que ça implique, c'est que en fait, les objets que tu vois passer cette limite, vu que la lumière peut plus s'échapper, en fait, si par exemple toi tu passais la limite de l'horizon des événements, je verrais ta silhouette figée à cette limite-là. Parce que la lumière pourrait pas s'échapper. Donc du coup, c'était un peu ce jeu, parce que du coup, évidemment, c'est un disque qui parle du deuil et de la disparition. Et donc du coup, c'était un peu cette dualité entre avoir tu vois, un souvenir figé de quelqu'un et en même temps, la personne disparaît parce qu'elle est attirée par un truc qui va la détruire, quoi. Du coup, c'est pour ça, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est donc à l'horizon des événements, l'espace d'un silence infini, la désolation me transperce, la lumière de ton sourire s'efface dans l'obscurité. Et donc les phrases s'imbriquent un peu dans le sens où oui, du coup, l'espace d'un silence infini, après cette limite-là, le temps, on va dire, physique, il n'existe plus.
Et voilà, c'était un peu un jeu sur ces notions-là par rapport aussi à ce que, pour moi, la disparition de proches signifiait, quoi. Ok, mais je me suis aussi demandé, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à un moment donné, je me suis demandé de quoi ta musique elle était chargée, parce que j'avais l'impression, et encore plus en voyant ta pratique de la littérature justement, en me demandant en quoi ces mots-là ils augmentaient ta musique. Et en fait, je me suis demandé si tu avais une pratique de l'écriture et si tu avais quelque chose qui justement. Est-ce que tu as la sensation que parfois des mots permettent mieux de comprendre, ou est-ce que justement tu as l'impression par la musique d'avoir dépassé la frontière, peut-être dépassé l'horizon des événements des mots, tu vois, leur seuil quoi. Pour moi, la musique, c'était un moyen de m'exprimer, et les mots associés à cette musique, c'était une façon de se cacher au début. Et dans tous les morceaux que j'ai sortis, les premiers morceaux, c'est des nombres qui correspondent genre aux vitesses, les différentes vitesses de lecture du magnétophone, ou ça peut être des coordonnées géographiques. En fait, par le passé, j'ai quand même globalement été dans la fuite d'expliquer le sens de la musique. Et pour ce dernier disque, du coup, j'ai été un peu contraint de préciser les choses et puis d'assumer les choses. Et je pense que c'est bénéfique. Mais c'est la première fois, du coup, que j'ai vraiment fait cet effort d'expliciter au lieu de cacher, en fait. Et oui, après, en vrai, oui, j'ai une pratique d'écriture, mais tu vois, à la base, j'ai quand même cherché à en dire le moins possible. Tu vois, par exemple, à travers les titres des morceaux, plutôt qu'à préciser. Parce que oui, ce que tu exprimes par la musique peut peut-être aller plus loin que tes mots, c'est ça? Oui, et puis après, je pense que c'est un peu une flemme et un peu une pudeur de chercher à faire diversion. Mais tu vois, là, d'avoir fait cet effort-là, je trouve que ça a été bénéfique et je suis à l'aise avec ça, quoi. Ok. Et tu disais justement que tu étais ingénieur mastering, donc tu as on va dire, t'as la partie, je sais pas comment dire, mais partie bureau, quoi. Donc t'as un truc très fixe sur le mastering que tu fais. Mais est-ce que, du coup, comment s'organise ta pratique personnelle? Est-ce que c'est au moment où t'as le temps? Est-ce que tu te dégages vraiment du temps pour ça? Comment ça s'organise dans ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais en premier? Franchement, c'est vraiment très aléatoire. Ma vie, elle est assez beaucoup organisée, donc sur le mastering, et aussi du coup, à côté du mastering, j'ai aussi réalisé beaucoup de disques pour beaucoup d'artistes. J'ai arrêté d'en faire mon métier, la réalisation artistique, il y a quelques années. Mais j'ai continué à le faire pour Grand Blanc, par exemple, ou là pour Thomazier, parce que c'est des projets que je considère pas comme du travail, en fait. Et tu vois, même l'aspect rémunérateur, il rentre même pas en considération. C'est des choses que je place au même titre que quand moi je fais de la musique. Et donc c'est vraiment des périodes. Et il y a des périodes où, on va dire, pour ma musique à moi, je peux être plus créatif. Et il y a des périodes où je vais pas du tout être créatif, en fait. T'as la sensation que ça remplit une fonction, que ça répond à un besoin? Est-ce que les périodes où t'en fais, c'est justement qu'il y a quelque chose qui se déclenche? Ah ouais. C'est vraiment quand je ressens le besoin, je le fais. Ça veut pas dire que, tu vois, ça peut y avoir des périodes où j'ai quand même des bouts d'idées, des choses que je peux conserver pour plus tard. Mais après, moi, je sais que j'ai besoin de sentir que c'est le moment, en fait. Ok. Et si c'est pas le moment, il va rien se passer, quoi. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé à utiliser des synthétiseurs modulaires, mais est-ce que ça s'est pas aussi répercuté sur ta manière de... justement, est-ce que le synthétiseur modulaire ne permet pas le plus possible d'accorder une place au moment? Ah ouais, complètement. En tout cas, pour moi, ce qui est le plus séduisant, c'est que tu vas faire un patch, tu vas brancher des câbles pour faire un chemin de son particulier, sans forcément, en y réfléchissant ou juste en te laissant guider par un peu tes envies et de façon intuitive. Et ce moment-là, une fois que tu auras débranché tous les câbles, entre guillemets, il va être perdu.
tu vas pouvoir un peu te rapprocher de ça, mais c'est ça que je trouve séduisant, c'est un peu tu vas remettre l'emphase sur la préciosité d'un instant particulier. Et du coup, moi, ça me parle et ça m'inspire aussi en plus, quoi. Mais du coup, est-ce que la musique que tu fais à ce moment-là, quand tu passes à autre chose, que tu vas vers... Est-ce qu'elle agit pas aussi comme un peu un substitut de ce moment-là? Est-ce qu'elle remplit pas aussi un truc de traces du passé? Et justement, de l'avoir altéré ou de la modifier, ça voudrait dire aussi changer ce passé-là. Ouais, enfin, les instants enfin, les moments de création, tu vois, pour le dernier disque, les moments, enfin, les souvenirs que j'ai liés donc au moment où j'ai fait ces morceaux-là, enfin, forcément, ils font plus sens, tu vois, parce que c'était le dernier morceau, j'avais passé genre 10 jours tout seul à la campagne et c'était un soir, j'ai fait ça. Et donc ce souvenir-là, effectivement, il est présent et puis il a une place particulière. Ouais. Je comprends. Moi, je me suis aussi demandé, peut-être aussi pour les gens qui écoutent pas du tout d'ambiance ou qui comprennent peut-être pas très bien, enfin moi ce qui a été mon cas jusqu'à très récemment, enfin je dis pas que je comprends d'ailleurs, mais plutôt dans un des premiers réflexes qui pourrait être celui de quelqu'un qui découvre. Comment est-ce que toi tu perçois le bruit? Est-ce que toi ça te va que ce soit du bruit? Comment est-ce que tu exprimes le fait que ce soit de la musique? Comment est-ce que toi tu places la frontière? Ou alors est-ce que tu es à l'aise avec cette idée-là? Comment est-ce que ça se passe? C'est marrant que tu utilises le terme de bruit. Pour moi, c'est de ta période de gestation. En fait, le bruit il t'entoure. Et moi, ça me ramène à ça, en fait. Tu vois, ça me ramène à une antériorité dont tu n'as pas de souvenir, en fait, et dont tu peux un peu retrouver des sensations à travers ce bruit. Et donc moi, je suis plutôt à l'aise avec ça. Et après, le regard des gens, moi, en fait, c'est quelque chose... Je sais pas que je me suis habitué à ça, mais c'est limite quelque chose qui me plaît. Parce que ça m'est beaucoup arrivé Là, par exemple, c'était en première partie de Thomazier, mais ça m'est aussi arrivé de faire des premières parties pour Grand Blanc ou pour des gens qui viennent pas forcément voir ce genre de musique. Et en fait, de perturber leurs attentes, je trouve ça assez plaisant parce que soit ils sont complètement hermétiques et tu vois, à la limite, ils vont aller au bar et discuter. Mais il y en a peut-être un ou deux qui va se poser et qui va trouver ça un peu différent et qui va chercher à en tirer des choses différentes qu'il n'aurait pas forcément attendues de sa pratique d'écoute de la musique. Oui, moi justement, je me reconnais plutôt là-dedans parce que c'est vrai que ça déclenche un truc. Ça déclenche. Je sais pas si le terme de décalage il est judicieux, mais oui, ça déclenche un autre espace en fait, même j'ai l'impression dans l'écoute, tu vois. Ouais, et du coup d'interroger sur c'est quoi tes attentes quand tu t'écoutes de la musique, quand tu vas à un concert. Et je trouve qu'un concert c'est encore plus saisissant parce qu'en fait déjà le premier problème c'est qu'il n'y a pas de performance sur scène, tu vois. Et donc du coup déjà ça interroge sur ok, tu vas à un concert et qu'est-ce que t'attends de ce concert? Est-ce que t'attends de voir une personne sur scène qui, genre entre guillemets, fait une prestation, qui cherche à capter l'attention de personnes, qui va te parler? Enfin, toutes ces questions-là, on est ultra habitué à ça. On pourrait tirer des clichés toute la matinée de l'artiste qui te dit qu'il est trop content d'être dans cette ville. Tu vois, il va changer le nom de la ville à chaque fois, que c'est le meilleur public qu'il a. Et tu vois, il y a un peu tous ces poncifs qui font partie de ce qu'on pourrait appeler une performance musicale. Moi, je suis allé à beaucoup de concerts et en fait, moi, quand je vais à des concerts où il se passe pas ça, je suis trop content parce que j'ai besoin aussi d'autres choses. Moi, si je vais que à des concerts comme ça, genre juste à la fin, ça me saoule parce que c'est le même cadre et c'est, on va dire, du début à la fin, c'est plus ou moins le même schéma qui est reproduit. Et sortir de ces schémas-là, moi en tout cas, ça me fait du bien. Ouais, oui, je comprends. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je l'ai vraiment ressenti. Mais justement, moi, ça m'a amené sur des questions plus de structure de ta musique. Je l'avais noté, donc je vais peut-être juste le dire, même si je crois que tu l'as un petit peu déjà détaillé.
Mais qu'est-ce que ça occupe le rythme ? Est-ce que tu perçois un rythme dans ta musique ? Est-ce que tu l'utilises ? Est-ce que justement c'est une notion qui te... Et j'ai vu qu'il y avait aussi des récurrences de notes. À des moments, il y avait des sortes de mélodies, vraiment très ponctuellement. Mais qu'est-ce que ça vient ajouter ? Je vais ajouter un petit 3 à cette question, c'est jamais de trop. Donc voilà, le rythme, la mélodie, mais aussi la question de l'harmonie. Sur le rythme, c'est un peu paradoxal parce que j'ai aucun son que tu pourrais concrètement appeler comme faisant partie de ce qu'on attend d'un rythme. Tu vois, il n'y a pas de... Enfin, j'ai aucune programmation de kick, de snare, de charlet. Enfin, j'ai globalement tout ça, je cherche à éviter ça. Et en général, quand il y a du rythme, enfin quand tu peux percevoir du rythme, c'est à travers un arpège ou des choses comme ça, il n'y a jamais rien qui est synchronisé ensemble. Donc il peut y avoir un arpège, mais il ne va pas du tout être sur le même tempo que s'il y a une mélodie jouée par une basse, ils vont pas être du tout au même tempo. Et donc quand il y a un rythme, c'est plus pour rajouter du flou et un peu sentiment de se perdre dans de la musique sans te dire qu'il y a une structure, sans te dire, enfin voilà, chercher un peu à s'éloigner d'une métrique. À s'éloigner d'une métrique et aussi à un peu altérer la perception du temps que peut avoir l'auditeur. Et après sur les questions d'harmonie, je pense qu'il y a des moments qui sont très minimalistes et quand d'un point de vue harmonique ça devient plus riche, c'est aussi une façon d'amener vers des émotions différentes. Est-ce que tu as une recherche de la dissonance justement ? Moi, j'ai pas de recherche de la dissonance, j'ai plus une recherche globalement plus une recherche mélodique que dissonante. Okay. Et après, il y a des moments où ça peut être peut-être un peu plus, on va dire, saturé, plus sombre. Mais on va dire c'est pour souligner des choses. Mais la dissonance pour la dissonance, c'est pas... j'ai plutôt besoin de choses mélodieuses quand même. J'ai remarqué aussi que tu esthétises beaucoup les machines qui t'entourent. Que j'ai l'impression que ça occupe une place presque pour toi. Et du coup, j'ai une première question. Et aussi, ce qui découle de ça, est-ce que tu as une relation particulière avec ce synthétiseur ? Est-ce que cet objet-là, il représente quelque chose pour toi ? Est-ce que... Voilà quoi. Après, l'esthétique d'un instrument, je pense qu'il y a l'esthétique, effectivement, qui est importante. Parce que à travers... on va dire, ce que tu vas, toi, ressentir de l'instrument, tu vas aussi t'inspirer de ça. Et après, il y a aussi le fait d'avoir un objet, d'avoir des faders, des potentiomètres à bouger, d'avoir une perception physique d'un objet plutôt que de faire de la musique, juste avec une souris, qui, pour moi, en tout cas, m'inspire plus. Donc ouais, l'aspect physique de l'instrument, il est important pour moi. Et au fur et à mesure, sur ce type d'instrument-là, ça doit faire 10 ans. Je pense que j'ai commencé un Buchla, c'est pas tu vas pas dans un magasin de musique et t'achètes ça et tu repars avec. En fait, c'est au début j'avais un module. J'ai appris avec, et puis après j'en ai acheté peut-être 2 autres, et puis au fur et à mesure ta pratique elle se développe et puis tu la complexifies. Mais c'est un instrument tu grandis avec lui, on va dire. Et toi tu peux faire un pas en avant et puis finalement te dire c'est pas vraiment ça qui me convient, donc tu vas un peu revenir en arrière, tu vas peut-être changer 2-3 trucs dedans et tu vas trouver une zone avec laquelle t'es à l'aise et inspiré. Mais du coup, est-ce que ça agit aussi pour toi comme une interface entre toi et la musique ? Est-ce que justement ça symbolise quelque chose qui te permet de passer du physique
à un truc un peu plus métaphysique ou un truc un peu plus pas sensible, tu vois, qui passe, enfin, en tout cas qui passe par l'auditif, je sais pas trop quoi. C'est mon ney à moi, si tu vois ce que c'est. C'est la flûte dans la tradition persane et qui est un instrument de musique, mais qui est aussi une façon d'écrire, enfin une plume, on va dire, et donc qui est censé être l'intermédiaire entre ce qu'on appelle en Occident le monde imaginal et le monde terrestre. Donc ouais, c'est ma façon de me relier à l'inspiration et de créer, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me suis aussi posé la question de savoir s'il y avait une spiritualité dans ta musique. Est-ce que tu le ressens comme ça ? Moi, je le définirais pas forcément comme une spiritualité, mais plus comme une inspiration pas altérée. Pour moi, je pense que la poésie, c'est un peu la forme d'art primaire ultime, parce qu'en fait, t'as une feuille, un stylo, et t'es connecté à ce que t'as besoin d'exprimer, sans altération extérieure. T'as pas besoin de te dire que c'est tel stylo qu'il te faut, telle feuille qu'il te faut. Alors qu'aujourd'hui, dans la musique, pour prendre cet exemple-là, il y a tellement de barrières à passer pour arriver à exprimer ta création, que c'est potentiellement plein de voies sans issue, plein de détours à prendre pour arriver à ton but. Et du coup, moi, d'avoir un objet comme ça me permet de genre juste, j'ai ça qui me connecte à ce que j'ai besoin d'exprimer, je l'enregistre et c'est fini. Et tu as l'impression du coup que ça t'extrait aussi des formalités, c'est ça que tu voulais dire ? Exactement. Ouais, de tout ce qui peut te rattacher à un style, enfin du moins ce que tu dis sur la poésie, c'est aussi la forme qui peut parfois être beaucoup plus libre, même s'il y a eu des tentatives de la formaliser, de dire non c'est que des quatrains, que des trucs, il y a aussi une manière de déborder le cadre peut-être. Il y a toujours, enfin toi dans la poésie, il y a toujours eu des styles, des normes qui ont existé, mais qui ont toujours été repoussés un peu par période. Donc c'est un art qui a toujours réussi à genre trouver une porte dérobée pour s'extraire d'un formalisme, ou des fois de choisir un formalisme exprès pour casser des codes. Et oui, du coup dans la musique, je trouve que en tout cas pour moi, c'est important de trouver une méthode pour sortir du cadre usuel. Oui, tu cherches une forme de poétique dans ta musique qui te permet d'extraire quelque chose de plus que ce qu'on entend d'habitude ou de la norme musicale. Quelque chose qui soit plus spontané. Ouais. Ah, c'est la spontanéité que tu recherches ? Ouais. Ok. Justement connecté avec ce que tu disais sur le temps. Ouais. Ok. Oui, ça amène d'ailleurs une autre chose. Est-ce que tu penses en amont ta musique ? Enfin, j'ai l'impression que la réponse est induite, mais je te la pose quand même pour préciser. Comme je te disais avant, c'est vraiment variable en fait. Il y a des moments où je peux l'avoir intellectualisé parce que j'ai aussi besoin du coup comme un stylo, ta main et un stylo va former des lettres, j'ai besoin aussi de dire qu'il faut que je branche mon oscillateur dans un filtre, dans un effet, etc. Donc il y a un moment où de toute façon le processus il doit être un peu intellectualisé. Mais par exemple, un des morceaux de mon dernier disque, du coup, je sais que j'ai en moi une inspiration, et par inspiration, un sentiment que j'ai besoin d'exprimer. Et il va être là en fond pendant peut-être des semaines, des mois. Et en parallèle de ça, je vais aussi avoir une réflexion sur, ok, je sens que pour ça, j'ai besoin de faire tel réglage, de brancher... de câbler mon synthé de telle façon pour arriver à ce que j'ai besoin de faire. Mais ça, j'ai même pas à me mettre devant mon synthé et me dire il faut que je fasse ça et d'essayer. C'est genre juste dans ma tête. Tu vois, à force, je sais déjà à peu près comment est-ce que les choses peuvent sonner et réagir. Donc en fait, juste c'est un process dans ma tête. Et il y a un jour où je vais sentir que c'est le moment de le faire. Et du coup, je vais le faire, je vais l'enregistrer et ça sera fini. Ok, oui, c'est cette fluidité technique qui te permet de te connecter à l'émotion que tu voulais avant exprimer. D'accord.
Moi, les morceaux avec Camille m'ont aussi questionné sur un point. Parce que je sais aussi que dans la littérature, et en particulier dans la littérature science-fiction, il y a toute une question sur l'humain, le robot, enfin tu sais, sur la manière dont ça s'hybride. Et je me suis demandé ce que ça t'avait apporté d'ajouter une voix humaine. Qu'est-ce que ça t'avait apporté aussi? Est-ce que c'était à l'inverse, que tu avais eu la sensation de transformer la voix humaine, ou est-ce que tu avais l'impression d'avoir ajouté à ta musique une voix humaine? Qu'est-ce que ça avait eu comme rôle? Est-ce que c'était pour avoir des échos justement du passé, d'une voix? Comment est-ce que ça s'est passé? Je pense que les morceaux avec Camille, ils sont en réponse avec les morceaux instrumentaux qui sont beaucoup plus longs et on va dire plus sombres ou plus introspectifs. Et donc du coup derrière la voix, il y avait aussi un besoin un peu d'équilibrer ce que je voulais exprimer. Et que la voix, je trouvais que c'était la meilleure façon de le faire. Avec quand même cette pirouette que ça soit juste de la voix, mais qu'il n'y ait pas de texte. Et après, de l'arranger, de l'harmoniser à travers des sons plus synthétiques. Comme tu dis, c'est une façon de, malgré tout, lui donner un timbre différent. Et aussi une nuance. Je pense que sans ces arrangements-là et sans ce timbre-là, j'aurais pas pu exprimer vraiment ce que je voulais exprimer avec ces morceaux-là, avec juste de la voix. Ok, mais non, du coup, ouais, quand t'as cette idée de la voix, elle est pas venue vraiment là pour... Enfin, ça a été vraiment une volonté de musicien de dire ah mais ce timbre-là me permettra d'aller vers là. Ça avait pas aussi une fonction que t'as pu établir? Bah la fonction la fonction qui s'établit avec la voix, c'est une nuance en plus que je pouvais pas faire avec mes instruments habituels. Une nuance, quand tu dis une nuance, c'est une nuance dans le discours de ce que racontait ta musique, ou une nuance dans l'émotion qu'elle véhiculait? Les deux. Les deux, ok. Ou même les trois, parce que même une nuance dans le timbre que ça peut amener. Ok. Et j'ai vu que tu avais aussi, pour notamment un de tes remixes pour Grand Blanc, tu avais aussi réutilisé, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il était décrit, un chœur liturgique. Enfin en tout cas que ça reprenait un chœur en tout cas. Mm-hmm. Et je me suis demandé si tu avais une formation classique. Est-ce que ça était, ou alors est-ce que justement c'était venu plus tard, une sorte de... Quelle relation tu avais avec peut-être même la musique religieuse en général? Comment est-ce que ça s'articule pour toi? J'ai pas de formation classique. Après, tout ce qui est, on va dire, chorale, c'est un genre de musique qui me touche, que ça soit religieux ou profane. Après, c'est souvent, on va dire, par la force des choses, c'est souvent religieux. Mais du coup, les timbres des voix et puis les harmonies vocales, c'est un truc qui me touche beaucoup. C'est marrant là, la nuit dernière, j'ai un peu eu du mal à m'endormir et je me suis retrouvé à écouter un groupe qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle Vox Bigeri, c'était une chorale d'hommes occitane. Donc c'est un mélange, c'est soit t'as un répertoire un peu religieux, mais sinon c'est on va dire chant profane un peu qui parle de leur région, quoi. Je me demandais parce que je trouve que si on parle si on parle du texte, si on parle de la musique, pour moi il y a aussi l'importance de poser la question de la pochette. Parce que en fait, pourquoi j'accentue plus là-dessus, parce que c'est ton dernier travail aussi, c'est la dernière chose que tu as sortie, il me semble. Et parce que je trouve qu'il a une profondeur qui moi m'a particulièrement touché, et du coup j'essaye aussi de comprendre comment est-ce qu'il se définit, et justement la pochette pour moi ça a été une des questions, de savoir comment est-ce que toi tu l'as choisi. Est-ce que tu y voyais quelque chose de particulier que peut-être tu pourrais ajouter à la perception des gens qui ont juste écouté? Qu'est-ce que toi tu y vois dans cette pochette? Alors pour la pochette, c'est assez simple, c'est un ami qui s'appelle Thomas Pirot qui fait de la peinture, et quand j'ai commencé à sortir de la musique, il m'a assez rapidement dit qu'il peignait souvent en écoutant ma musique, et il m'avait proposé de jouer pour un de ses vernissages
Et du coup, quand j'ai fini ce disque, au début, je me suis demandé si je faisais moi la pochette. Parce qu'il y a quelques années, j'avais fait un disque en duo avec Apollo Noir. Et la pochette, c'était déjà un tableau. Et c'était un tableau que j'avais fait moi. Donc je me suis posé la question de savoir si je le faisais moi. Mais en fait, assez vite, je me suis dit que j'avais besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Enfin, que je m'étais déjà... Enfin, je m'étais déjà beaucoup investi dans ce disque et j'avais besoin d'un pas de côté et de faire confiance à quelqu'un pour ça. Donc ça a été très simple, je lui ai envoyé la musique, je lui ai dit un peu, je lui ai donné deux, trois indications et puis il m'a présenté, tu vois, je sais pas, une petite dizaine d'essais. Et pourquoi je lui ai demandé à lui, c'est parce qu'en fait il a plusieurs aspects dans sa pratique de la peinture, mais il y en a un où en fait il va préparer une toile, il va faire un aplat de peinture et ça va être un geste en fait. Donc du coup la pochette c'est un aplat de peinture, il va l'étaler sur la toile et ça sera tout en fait. Et du coup sa pratique par rapport à ma pratique, je trouvais que ça faisait sens. Et du coup parmi les toiles qu'il m'a présentées, il y a eu celle-là et de façon très simple, c'est l'œuvre qui m'a parlé. Et après, sur le verso du vinyle, parce que je sais pas si t'as peut-être pas vu le vinyle, mais en gros, c'est des amis qui sont graphistes, qui s'appellent Zeugle. Et du coup, cette espèce de police indéchiffrable et qui, pareil, que je trouvais que ça contribuait à exprimer aussi une partie de ce que j'avais besoin de dire. Très bien. Et quelle place tu accordes à la fragilité ? Parce que j'ai l'impression que, à la fois dans ton geste, à la fois dans ce que tu as retrouvé dans la peinture de Thomas Pierrot, est-ce que tu trouves une beauté à la fragilité d'un mouvement ? Parce que finalement, ce qu'on voit sur la peinture, c'est moins ce qu'il y a sur la peinture que ce qui a précédé la peinture. Est-ce qu'il y a une place vraiment pour la fragilité et est-ce que tu aimes ça peut-être ? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît comme idée ? Ah oui, la fragilité, c'est une notion qui me touche, parce que je trouve que c'est compliqué de l'exprimer de façon sincère, et aussi quand même qu'on est dans un monde qui nous pousse à pas l'être, à cacher ce sentiment-là, alors que je pense que c'est un sentiment commun à quand même beaucoup de monde. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, parfois l'acte, ou comme tu disais, parfois l'acte, il surpasse la création finale. C'est dans un documentaire sur Brian Eno, il dit un truc sur Jackson Pollock, où il dit les toiles de Jackson Pollock, qu'est-ce qu'elle t'évoque ? Est-ce que elle t'évoque la façon dont il crée ses toiles, espèce d'amoncellement de couches, complètement aléatoire de peinture qui faisait dans des états genre d'alcoolémie avancée, à tel point qu'il y a des mecs qui ont inventé des pendules remplis de peinture, mettre au-dessus de toiles de façon complètement aléatoire, qui faisaient des toiles à la façon de Jackson Pollock. Et donc Brian Eno, il dit, tu demandes à un copiste de refaire une toile de Jackson Pollock. Donc d'un côté, t'as un mec qui a fait cette toile-là peut-être en 3 jours, en étant complètement dans un état second, en faisant des choses de façon complètement aléatoire. Et de l'autre côté, ton copiste, pour faire exactement la même toile, il va passer des mois à reproduire le moins de détails de la toile originale. Et donc d'un côté, ton ressenti par rapport aux deux toiles, ça va être le même sentiment un peu de démence, on va dire, du créateur. Mais il y en a une qui va derrière ça, qui va vraiment incarner ce sentiment-là, et l'autre, ça va être l'inverse, ça va être une espèce de minutie totale pour reproduire ça. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que tu as toujours ce piège de quel ressenti tu vas avoir par rapport à une œuvre. Et est-ce que ton ressenti va vraiment être cohérent par rapport à l'acte en lui-même. Et en tout cas, moi, dans ma pratique, j'essaye de pas tricher. Et j'ai l'impression que ce que saisissent les gens, c'est la réalité de comment je l'ai fait. Mais
dans la musique, il y a entre ce que les gens perçoivent et la réalité de l'acte, je pense qu'il y a globalement, souvent rien à voir, en fait. Et du coup, pour toi, la fragilité, elle permet de garantir un lien entre les deux. En tout cas, la montrer aux gens. C'est même pas dans le résultat final, tu vois. C'est important que les gens sentent la fragilité, c'est que dans ton acte, il y ait une fragilité, en fait. Et tu disais qu'on est dans un monde qui permet de moins en moins, qui donne moins la possibilité de l'exprimer. Tu vois, moi je vois moi mon travail quotidien, c'est la musique. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu montes tu vois, c'est que déjà dans ta musique traduise des sentiments de réussite, que ce que tu montres de toi-même à ton public à travers les réseaux sociaux, c'est de la réussite. Il y a quand même, je trouve, il y a peu de place pour d'autres sentiments. Ou tu vois, il y a évidemment plein d'artistes qui font les choses différemment, mais on t'incite vraiment pas à ça, quoi. Ok. Mais du coup, ça rejoint un autre truc. Est-ce que au moment de te demander ce que tu allais faire comme musique, ou alors quand tu le fais, est-ce que ton identité, elle rentre en compte? Est-ce que tu as la sensation que ton identité, tes paramètres, on va dire, sociaux, que ce soit de genre, de couleur, tu vois, tous ces paramètres-là, est-ce que ça à un moment donné arrivé dans ta réflexion? Est-ce que tu as eu un positionnement vis-à-vis de ça? Ou est-ce que justement tu essaies de t'en dégager pour avoir le geste le plus authentique? Moi, juste comme tu dis, c'est un geste. C'est un geste qui est globalement pas surinterprété, donc j'ai assez peu d'égards sur comment les gens vont le percevoir, en fait. Je le fais pour moi, de façon très sincère et peut-être égoïste. La musique que je fais, je la fais pour moi, et que ça plaise ou pas à des gens, c'est même pas secondaire, c'est vraiment accessoire, Okay. En fait. J'ai la chance que ça soit pas comme, tu vois, j'en dépends pas, en fait. J'ai pas besoin de ça pour m'acheter à manger et pour avoir un toit au-dessus de moi. J'ai cette chance-là, donc du coup, c'est une pratique libre que je fais pour moi, principalement. Tu me fournis une super transition parce que je voulais aussi qu'on parle un petit peu de ce que tu avais pu faire quand tu étais réalisateur, ou en tout cas ou même plus généralement, même dans ta pratique pour le mastering. Je me suis demandé du coup, quand tu parles justement de cette fragilité-là, tu parlais, j'ai regardé un de tes entretiens avec Grand Blanc, où tu parlais du travail que tu avais fait pour eux et de la manière de te positionner vis-à-vis d'eux, et que tu ressentais qu'un groupe était toujours en mouvement. Moi, je m'étais demandé à la base, est-ce que tu percevais aussi à ce moment-là l'idée de réussir à ancrer ce mouvement dans un disque? Mais du coup, avec ce que tu viens de dire, je me demande, pas j'annule ça, mais je me questionne du coup sur comment est-ce que tu positionnes ce truc-là. Est-ce que ce mouvement, tu as comme objectif de le fluidifier, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce point-là? Pour moi, la pratique du mastering et la pratique de la réalisation d'un disque, c'est deux choses différentes. Bien sûr, mais c'est des endroits où tu es dépendant de ce truc-là. Tu parlais de ta pratique pour manger et tout ça, ce truc-là, tu es dépendant d'une autre personne, quoi. Moi, de façon purement personnelle, faire un disque avec un groupe ou un artiste, ma première préoccupation, c'est est-ce qu'à la fin de ce disque-là, je vais être une meilleure personne ou pas, en fait. Est-ce que humainement, ce qu'on aura traversé ensemble, est-ce que ça va m'avoir fait comprendre des choses, amener des perspectives différentes? Est-ce que, de façon un peu basique, est-ce que ça aura fait de moi une meilleure personne? Et est-ce que eux, ils auront aussi traversé ça en ayant le sentiment d'avoir
saisi des choses en plus, d'avoir avancé en tant que personne, en fait. Donc on va dire la musique, c'est pas que c'est secondaire, mais en tout cas, c'est, tu vois, faire un disque qui marche dans une atmosphère délétère et étouffante, ça m'intéresse pas du tout. Et tu vois, globalement, je peux dire que j'ai réalisé des disques qui ont pas trop marché, mais ce que j'en ai tiré humainement, ça a été sans commune mesure plus valorisant pour moi. Ok, mais donc du coup, la musique a eu une vertu transformatrice qui dépasse bien largement son existence réelle, enfin son existence publique, quoi. Ouais. Et tu vois, pour donner l'exemple de Grand Blanc, ça va faire 10 ans, où je pense à peu près qu'on collabore ensemble. Ils ont traversé en tant que groupe plein d'étapes et plein de périodes différentes. Et je pense qu'on collabore toujours ensemble, on est toujours et encore plus amis qu'au début, parce qu'ils ont eux aussi retrouvé ça, en fait. Et je pense qu'ils avaient besoin de ça dans un contexte où ils découvraient un monde, ils découvraient une industrie. Et moi, j'ai pas été là pour formater le produit Grand Blanc pour plaire à leur maison de disques, pour plaire à leur tourneur. Moi, j'étais là pour les aider, ou essayer en tout cas de les aider à devenir des personnes meilleures, en fait. Donc presque la musique, ça a été un objet de communauté entre vous, Ouais. Qui a renforcé votre amitié, qui a aussi qui a transformé le collectif humain que vous étiez, tu penses ? Ouais, complètement. Complètement. Tu vois, leur dernier disque, on l'a fait dans un contexte un peu particulier. On a plus ou moins vécu ensemble, tu vois, pendant presque 2 ans dans une maison par période, tu vois. C'était pas non plus continu, mais on a formé une petite communauté ensemble. Dont la musique n'était pas la finalité, mais juste la musique, ça a été quand même un but parce que je pense eux, ils avaient traversé plein de choses différentes et c'était aussi une façon d'exprimer des sentiments qu'ils n'auraient pas pu exprimer autrement. Donc si, elle avait quand même un sens. Et tu vois, ce disque, quand je dis ça, c'est pas du tout pour dévaloriser la musique, mais c'est que la musique, c'est le fruit de ce processus-là, en fait. Et tu vois, après, une fois que ce disque est sorti, moi, j'ai plusieurs artistes qui m'ont approché, qui m'ont demandé de produire un album pour eux, parce qu'ils voulaient retrouver des choses qu'ils avaient entendues dans ce disque, mais moi, je leur ai dit que c'était pas possible, tu vois. Parce que ce disque, il existe parce qu'on se connaît depuis 10 ans, parce qu'on a vécu ces moments-là ensemble. Et c'est pas des choses que tu peux pas, je pense, tricher sur ça, en fait. Ainsi sois-tu, ainsi soit-il perdu, les secrets qu'il vaut mieux laisser aux on va peut-être passer à la dernière partie. Peut-être aussi plus dans ton processus de technicien, oui peut-être. En fait, technicien, donc oui, dans le mastering et tout ça. Mais toujours sur la question du collectif et toujours là sur la question de la relation. Peut-être la première question plus personnelle, ce serait où est-ce que tu places toi tes émotions quand tu travailles au service, quand tu fais du mastering plutôt, plus précisément, parce que tu m'as répondu sur l'aspect réalisation. Il y a un peu une croyance un peu généralisée dans la musique que le mastering, c'est... tu as employé le terme technicien, tu vois. C'est un truc très obscur et très technique. Et c'est marrant que tu as employé ce terme. Je sais pas si tu vois, il est décédé, je crois, l'année dernière, Jérôme Rothenberg, qui était un théoricien des religions.
et qui a écrit un livre qui s'appelle Les techniciens du sacré, qui est une espèce de champ d'études très large de plein de rites à travers plein de civilisations différentes. Et en fait, le mastering, c'est pas du tout... on pourrait dire c'est un truc de technicien comme lui le présente dans ce livre-là, c'est qu'en fait, moi, je vais avoir un titre à masteriser. Les questions que je vais me poser, c'est pas... je trouve qu'il y a... Alors, par rapport aux attentes standardisées de tel genre de musique, il faudrait qu'il y ait 1 dB de plus dans les aigus. C'est principalement quelque chose de l'ordre de la sensation. Et plus qu'est-ce que physiquement je vais ressentir comme manque, comme trop plein dans la musique. Et donc ça peut être effectivement, peut-être le morceau, il y a trop de graves dans le morceau, donc du coup peut-être la voix va être trop floutée, donc l'émotion que tu peux saisir du morceau, et ben en fait tu vas pas forcément la capter, ou peut-être que le groove du morceau, et ben en fait toi tu ressens que le morceau il devrait aller plus vite, et donc du coup tu as tes outils pour un peu influer sur ça, mais c'est vraiment que un truc de sensation. Et du coup c'est vraiment finir le parallèle avec ce bouquin de Jérôme Rothenberg, c'est plus ton rituel, comment l'affiner en fait. Je voulais prolonger ça justement pour savoir si cette conception-là, elle découle, parce qu'il me semble que tu as appris avec Chab, c'est ça ? Me demander à quel moment tu t'es distingué de sa pratique à lui, parce que j'avais écouté un entretien, le studio tour que vous aviez fait, où on a l'impression que vous êtes vraiment sur un pied d'égalité, je veux dire ça comme ça, mais c'est peut-être mal dit, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a quelque chose de joli qu'il y a entre vous en termes de positionnement. Comment toi est-ce que tu t'es positionné vis-à-vis de lui ? Qu'est-ce que votre relation elle a pu jouer dans ta pratique du mastering, et à quel moment peut-être aussi tu t'es détaché de ça ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels t'as vraiment la certitude de t'être détaché de ce que lui fait ? Moi, quand j'ai commencé à faire du mastering, j'avais déjà un parcours dans la musique, ça faisait quelques années que je bossais dans ce label, que j'avais fait de l'ADA, que j'avais signé des groupes, que j'avais produit des groupes. Et juste, j'allais en séance de mastering chez lui, j'étais assis sur le canapé, je comprenais pas ce qui se passait, comme tout le monde. Et donc vraiment, à un moment, je me suis dit, en fait, moi j'ai ce besoin de comprendre ce qui se passe, et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire, vraiment, d'être dans l'acte de faire du mastering. Donc je lui ai demandé, est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire ça ? Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le mastering, et c'est lui, en fait, moi, pareil, j'avais cette conception en fait, c'est un truc très technique, et c'est lui, en fait, direct, qui m'a, par la pratique, qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'était qu'un truc de sensation. Moi, en tout cas, il m'a jamais fait sentir comme étant dans son ombre. Moi, j'ai jamais senti le besoin de m'émanciper de lui, parce que j'ai jamais eu vraiment l'impression d'être son sous-fifre, et puis d'avoir calé, moi, ma pratique sur la sienne. Et aujourd'hui, on a un studio, on se partage le studio. Et je dirais plus que même depuis le début, en fait, on s'apporte. Ça arrive, il y a des périodes où on se croise pas, mais il y a des périodes où on se croise, où moi, je peux lui demander, il y a un morceau, j'ai besoin un peu d'un avis extérieur, où lui peut avoir besoin, et c'est plutôt... sa sensibilité peut m'enrichir, comme moi, ma sensibilité peut l'enrichir. Et j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Donc J'ai jamais eu cette conception oedipienne de devoir tuer le père. Ok, et il me semble aussi que tu travailles beaucoup avec Clément Roussel, si je ne me trompe pas. Mais justement, cette récurrence de travail avec des gens particuliers, très ciblés, est-ce que tu as la sensation que ces relations-là, elles augmentent votre musique ? Comment est-ce que ça a pu influencer aussi ta manière de voir la musique ? Qu'est-ce que ça joue comme rôle aussi dans tout ça ? Après, je pense que c'est comme dans n'importe quel domaine, ce que
Enfin, que ça soit... là, c'est professionnel, mais après, ça passe aussi le cadre professionnel et c'est aussi un cadre amical. Mais pour revenir dans le côté, tu vois, mastering, c'est... Enfin, collaborer avec les mêmes personnes sur de nombreuses années, forcément, ça... Humainement, déjà, ça enrichit la relation. Et après, dans le rendu de ce qu'on peut être amené à faire ensemble, aussi, ça l'enrichit parce que t'as un lien beaucoup plus direct. Le mastering, t'es assez peu en contact avec les gens. Principalement, t'es en contact par mail avec les gens. Donc, globalement, ça suffit. Mais après, dans certains cas, pour saisir aussi certaines nuances, c'est appréciable d'avoir des relations plus poussées avec les gens. Et moi, je pense qu'au moins la moitié de mon travail de mastering, c'est avec des gens avec qui j'ai l'habitude de collaborer. Donc, ça simplifie forcément les choses. Et ça enrichit aussi parce que, du coup, moi, si je pense que là, sur un titre, peut-être il y a un problème, je peux l'exprimer de façon très simple. Si de son point de vue, il y a un problème aussi, on peut me l'exprimer. En fait, c'est pas parce que tu collabores avec quelqu'un depuis des années que c'est acquis, en fait. Et c'est ça qui est d'autant plus appréciable, c'est que il y a encore moins de filtres et tu peux encore plus te dire facilement les choses. Et genre, faire progresser ta pratique, faire progresser sa pratique. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant ça, j'aimerais juste, je me suis fait la réflexion, je pense que ça peut être cool, de cette fois-ci redire moi, la question un peu centrale de ce truc-là et avoir un peu ta pensée là-dessus. Est-ce que justement, parce que ce que je racontais avant, c'est que en venant te voir en concert, j'étais sorti en ayant beaucoup pensé pendant la musique, pendant écouter ce que tu racontais et tout ça. Et du coup, j'en suis venu à me demander si l'ambiance formait pas la musique peut-être la plus philosophique, ou alors peut-être la plus peut-être littéraire finalement, ou la plus poétique peut-être. Est-ce que toi ça te parle tous ces trucs-là? Est-ce que t'as des impressions là-dessus? Est-ce qu'il y a des réflexions que tu t'es déjà fait là-dessus? Est-ce que ça t'aide à penser? Est-ce que ça t'aide à lire? Et je finis juste, j'avais noté ce truc-là parce que aussi pour moi c'est la plus philosophique ça pourrait être la plus philosophique parce que elle formule peut-être moins. J'ai la sensation qu'elle formule moins. Après c'est peut-être aussi que j'en écoute pas suffisamment et qu'elle permettent de se formuler les choses aussi, de formuler quelque chose. Voilà. Complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, le terme ambiante, moi je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il inclut, qu'est-ce qu'il n'inclut pas. Donc c'est un peu... de toute façon, on pourrait débattre des jours de l'appellation de styles musicaux, ou même de style tout court. Mais je suis d'accord avec toi que il y a un manque volontaire dans ce genre de musique et que c'est à l'auditeur de le compléter et que du coup ça te met face à des interrogations et dans ce sens-là je trouve que c'est en tout cas la musique la plus propice à dire une réflexion qui peut être philosophique ou pas philosophique mais je pense au même titre je pense que ça serait possible avec des paroles, parce que tu vois, comme les parallèles qu'on fait avec la poésie, c'est des mots, mais peut-être que dans la pratique de l'écriture, dans un contexte musical, peut-être que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, peut-être que globalement, les sens, le sens, il est premier, et il n'y a pas forcément plus à chercher derrière ça. Et le manque de mots développe plus les questionnements. Et les possibilités. Et du coup, les possibilités, ouais. Ok. Oui, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, je veux juste être sûr. Tu veux dire que dans l'écriture qu'on peut retrouver dans certaines chansons, il y a aussi à un moment donné un appauvrissement des sens, parce que le sens, il est immédiat, et qu'on peut retrouver par contre, à l'inverse, on peut retrouver dans des recueils ou dans la poésie ce que tu disais justement sur une absence qui permet de l'investir de plusieurs possibilités, c'est ça ? Ok. Ah, c'est intéressant. Je pense que la poésie, la force de la poésie, c'est que
lecteur l'incarne autant que le poète. Ok. Et je pense que c'est aussi possible dans d'autres styles musicaux. Mais en tout cas, le choix radical de dire la musique entre guillemets ambiante, c'est le fait qu'il n'y ait pas de paroles. En fait, l'auditeur l'incarne encore plus. Ok. Et est-ce que tu ressens la musique comme une matière ou pas du tout? Ça peut être très variable, mais en fonction du style de la musique. Mais oui, pour la musique qui me plaît, en tout cas, complètement. Ouais. Et est-ce que ça se, comment ça se manifeste cette impression est-ce que ça se manifeste par de la texture? Est-ce que ça se manifeste par ouais, comment ça se manifeste ce truc-là de ressentir parfois de la matière? Je pense que le terme texture marche bien. Et je pense selon la musique, c'est des choses que tu peux... Enfin, ça peut être une matérialité qui peut être très concrète ou qui peut être abstraite ou qui peut le devenir de plus en plus. Pour moi, il y a un artiste qui incarne ça parfaitement, c'est William Basinski. Je sais pas si tu vois, c'est une personne qui est très connue parce qu'elle a fait une série de disques qui s'appelle les Disintegration Loops. Et la façon dont il le présente, je peux pas te garantir que dans les faits, ça soit exactement ça, mais c'est la façon dont il le présente. Et c'est quand tu l'écoutes ce que tu vas apercevoir. C'est en 2001, il commence à numériser des vieilles boucles qu'il avait fait sur un magnétophone. Et donc il lance une boucle sur son magnétophone et puis il enregistre sur son ordinateur et il part faire autre chose. Et quand il revient, il se rend compte que la boucle était tellement vieille que la bande magnétique, au fur et à mesure, s'est désintégrée, en fait. Et donc, dans un laps de temps d'1 heure, au début, tu vas entendre ce qu'il y a sur la boucle de façon parfaite, et au fur et à mesure, elle va complètement se détruire. Et à la fin, tu auras une espèce de bruit qui s'éteint au fur et à mesure. Et par un mauvais concours de circonstances, il se trouve que quelques jours après, c'est le 11 septembre, et qu'il habite à Brooklyn, et que du coup, il a face à lui ces tours qui s'effondrent et cette fumée. Et la fin de journée, il va monter sur le toit de son immeuble, il va filmer le coucher du soleil sur Manhattan. Il va mettre donc son premier morceau qu'il a fait comme ça, qui dure 1 heure, sur ce coucher de soleil. Et du coup, ça va devenir une espèce d'élégie avec un sens très profond et genre très particulier qui va toucher beaucoup de gens. Et ce morceau-là, tu l'écouteras, il est vraiment saisissant pour ça parce qu'en fait, c'est une boucle qui doit durer, je pense, 8 secondes, qui se répète pendant 1 heure, mais au fur et à mesure qu'elle se répète, sa texture change tellement, matériellement, sa texture change tellement qu'en fait, elle t'amène autre part. Et donc, pour ressentir la matière de la musique, il faut quand même qu'il y ait un support matériel, tu penses? Un support matériel, là, c'était un peu l'exemple le plus, ouais, bien sûr. Le plus flagrant qui me vienne en tête. Après, ça peut s'exprimer d'autres façons, mais lui en particulier, il a eu cette espèce d'instant magique où il a réussi à le concrétiser de cette façon-là. Mais ça peut prendre effectivement d'autres formes. Mais cette matière-là, finalement, elle s'est chargée d'un sens qui lui était pas supérieur, mais qui en gros, elle s'est augmentée au contact. Cet instant, il s'est augmenté. Un peu comme ce que tu disais au début, sur la manière dont ta musique, toi, elle se charge d'un moment. Très bien. Je crois qu'on est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci à toi.